Allez, c'est parti, on attaque le gros dossier, investir dans les banques. De l'extérieur, ça a l'air d'un truc de père de famille, tu vois. Solide, un peu chiant sur les bords, mais respectable. Le genre de placement qui sent le cuir et le bois verni. On se dit au moins, mon pognon est en sécurité avec ces gens sérieux en costard. Sauf que la réalité, c'est que c'est un putain de merdier intégral. Un bordel sans nom, un labyrinthe conçu par des sadiques pour que nous, les petits porteurs, on y laisse notre chemise, notre santé mentale et notre foi en l'humanité. Alors, on va décortiquer cette arnaque légale sans prendre de gants. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais ça résume parfaitement la situation. Et que ce soit bien clair, c'est pas juste une phrase choc pour faire genre. C'est la pure, la stricte, la douloureuse vérité. C'est la conclusion inévitable à laquelle on arrive après avoir passé ne serait-ce que 10 minutes à essayer de piger leur bilan. Le truc fondamental à comprendre, c'est que ce n'est pas compliqué par accident. Non, non, c'est compliqué par design. C'est fait exprès pour être un brouillard permanent, un club ultra privé où seuls les initiés ont le droit de comprendre ce qui se passe. Nous, on est juste les pigeons qu'on plume à l'entrée. Et la première barrière à l'entrée de ce club de connards, la première muraille de ce labyrinthe, c'est leur putain de langage. Leur jargon. Ils ont créé tout un dialecte dont le seul et unique but est de nous tenir à l'écart. C'est comme s'ils parlaient une langue morte que seuls eux maîtrisent. C'est une technique de pouvoir pure et simple. Ça leur permet de dire « Ah non, désolé, c'est trop technique pour vous laisser les grands s'en occuper », pendant qu'en coulisses, ils jouent avec notre fric. Alors, nous, on débarque, la fleur au fusil. On a lu 2 ou 3 bouquins, regardé quelques vidéos, on se sent pousser des ailes. On a notre petite panoplie de l'investisseur malin. On se dit, ça va, je maîtrise les bases. Je vais regarder le chiffre d'affaires, la rentabilité, le bénéfice. Les chiffres, c'est universel, ça ne peut pas mentir. On est plein de bonnes intentions. On croit encore que la logique s'applique dans ce monde. Pauvre des nous. Et ouais, on sort nos beaux outils, le chiffre d'affaires pour voir si la boutique tourne, le sacro-saint ROE, le Return on Equity pour voir si le pognon des actionnaires est bien utilisé. Et bien sûr, le bénéfice net, le Graal, la ligne du bas qui dit si on gagne ou on perd de l'argent. Des trucs qui marchent pour n'importe quelle boîte sur cette planète, que ce soit une start-up de la tech, une usine de pneus ou le kebab en bas de la rue. Partout, ça fonctionne. Partout, sauf ici. Et la réponse du secteur bancaire à notre belle analyse bien propre, c'est ça. Textuellement, tous nos bas ratios, toute notre logique financière durement acquise, on peut se la carrer bien profond. Dans la finance bancaire, ça ne vaut rien, zéro, que dalle, c'est du vent. C'est comme essayer de mesurer la température avec une règle. L'outil n'est pas le bon parce que le jeu est complètement truqué, les règles sont différentes, il faut tout désapprendre. Et c'est là qu'il commence à nous noyer. Premier exemple, le PMB, le produit net bancaire. Dans n'importe quelle entreprise normalement constituée, on appelle ça le chiffre d'affaires. C'est simple, c'est clair, tout le monde comprend. Mais non, c'était trop facile pour ces messieurs. Ils ont préféré inventer un acronyme obscur histoire de poser les bases et de nous faire comprendre direct qu'on n'est pas les bienvenus. C'est exactement la même chose, mais avec un nom à la con pour faire plus intelligent. Deuxième mot de passe pour leur club privé, le CET1, le Common Equity Tier 1. En gros, c'est le capital de la banque, son matelas de sécurité. C'est le pognon qu'elle a vraiment en propre pour éponger les pertes si jamais ça tourne mal. Depuis la gigantesque branlée de 2008, où elles ont failli toutes crever, les régulateurs leur imposent d'avoir un CET1 assez élevé. L'idée, c'est que plus ce coussin est épais, plus la banque est solide et plus on peut dormir tranquille, en théorie. Parce qu'on va voir que même ce chiffre censé être un gage de sécurité, c'est de la pure foutaise. Parce qu'une fois qu'on a fait l'effort surhumain de déchiffrer leur dictionnaire de marde, on se prend le deuxième mur en pleine gueule. Le vrai problème. Le bug au cœur du système. Le paradoxe totalement schizophrénique qui régit tout le secteur. La relation tordue entre la performance et le risque. Faut voir une banque comme un funambule qui marche sur un fil au-dessus d'un bassin de requins. D'un côté, ses actionnaires lui hurlent de courir, de faire des saltos, de prendre des risques pour apporter un max de pognon. De l'autre côté, les régulateurs lui disent de marcher tout doucement, avec un filet de sécurité et un parachute. Et la banque est là, au milieu, en permanence tiraillée entre ces deux injonctions contradictoires, faire du fric et ne pas se casser la gueule. Un équilibre qui, par définition, est quasi impossible à tenir. Et ce paradoxe, il se résume à ça. D'un côté, t'as la banque solide, la bonne élève, celle qui coûte les régulateurs. Elle prend zéro risque, son CET1 est blindé. Super. Sauf qu'elle rapporte que dalle. Son action se traîne, elle est chiante à mourir. C'est le placement de grand-mère. Et de l'autre côté, t'as la banque performante, la rockstar, celle qui affiche des rendements de malade, qui fait la une des journaux financiers. On a tous envie de mettre notre argent chez elle. Mais il faut se poser la seule question qui vaille. Comment elle fait? La réponse est simple. Elle prend des risques de tarée. Elle jongle avec notre pognon comme avec des grenades dégoupillées. Parfois ça passe et parfois ça explose. Et en parlant de performance qui cache une prise de risque démentielle, ça ne rappellerait pas un petit quelque chose? Une banque qui, juste avant la plus grande crise financière de l'histoire moderne, était considérée comme un génie de la finance, un modèle de rentabilité.
une banque que tout le monde admirait, juste avant qu'elle ne pulvérise l'économie mondiale. Et bim! Lehman Brothers. L'exemple d'école, l'archétype de la performance, qui n'est en fait que le symptôme d'une maladie mortelle. Avant 2008, c'étaient les dieux du stade. Leurs traders étaient des stars, leurs résultats financiers faisaient baver d'envie toute la concurrence. Leur performance était stratosphérique. Mais cette performance, elle n'était que la partie visible d'un iceberg de dettes pourries, de paris insensés et de risques systémiques. Ce graphique, c'est une putain d'œuvre d'art. C'est l'avant et l'après en une seule image. Regardez-moi ça. En 2007, un ROE magnifique, une rentabilité qui défie les lois de la physique. C'est la fête du slip, champagne pour tout le monde. Et un an plus tard, en 2008, le plongeon abyssal, la faillite, la fin du game. La prétendue performance n'était qu'un mirage, un mensonge statistique qui cachait la catastrophe imminente. Bon, on a vu le jargon qui sert à rien et le paradoxe du risque qui rend tout instable. On pourrait croire qu'on a fait le tour du propriétaire. Erreur. Grave erreur. Maintenant, on entre dans la zone la plus sombre, la plus opaque, la plus dangereuse de la finance. On va soulever le capot et regarder la merde qu'il cache volontairement à nos yeux. Le hors-bilan. Le vrai trou noir. Parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, le plus gros danger ne se trouve même pas dans les chiffres qu'on vient de décrire comme étant déjà un bordel sans nom. Non, la véritable bombe à fragmentation, l'arme de destruction massive qui peut faire sauter une banque en 24 heures, elle est planquée ailleurs. Elle est là, dans le non-dit, dans l'invisible, dans tout ce qui est délibérément mis de côté, dans des annexes de 2000 pages que personne, et je dis bien personne, ne lit en entier, dans les notes de bas de page écrites en taille 2. C'est ça, leur bilan. C'est la poubelle comptable où on jette tous les paris trop risqués et trop complexes pour être montrés au grand public. Le mécanisme est simple, en fait. Il y a le bilan officiel, le truc qui montre aux investisseurs. C'est déjà un bordel, on l'a vu. Et puis, il y a le reste, le hors-bilan. C'est là-dedans qu'on trouve les produits dérivés les plus exotiques, les engagements de financement les plus tordus, les garanties données sur des trucs improbables, des milliers de paris entremêlés. Et le drame, c'est qu'il suffit d'une seule petite ligne, d'un seul de ces paris qui tournent mal pour déclencher une réaction en chaîne et faire couler tout le navire. Pour que ce soit limpide, le hors-bilan, c'est un champ de mine. Chaque engagement, c'est une mine. Un contrat de dérivé, une mine. Une garantie accordée, une autre putain de mine. C'est comme si la banque disait « T'inquiète, si jamais l'économie du Zimbabwe s'effondre, je te rembourse ». Sauf que cette promesse, elle n'est écrite nulle part dans les comptes principaux. Imaginez ça, mais multiplié par des milliers, sur des produits si complexes que même ceux qui les vendent ne les comprennent pas toujours. Ce sont des bombes à retardement. Et c'est précisément ce qui a fait exploser Lehman Brothers et toutes les autres. Et voici le coup de grâce, la cerise sur le gâteau de merde. Mettons que vous soyez un putain de génie. Vous avez déchiffré le jargon, compris le paradoxe du risque, et vous avez même passé 6 mois à éplucher le hors-bilan d'une banque. Eh bien, même comme ça, vous allez vous faire niquer, sans aucune exception. Pourquoi? Pour une raison simple et brutale. Dans ce jeu, on aura toujours un train de retard. Cette chronologie, c'est celle de notre défaite annoncée. Jour 1, un gros problème apparaît. Une banque est exposée jusqu'au cou à un truc qui foire. L'info est connue, mais seulement en interne. Jour 3, l'information a fuité. Les gros poissons, les analystes des grandes banques d'affaires, les fonds spéculatifs, ils sont au courant. Ils commencent à vendre en masse, discrètement. Le cours de l'action commence à baisser, sans qu'on sache pourquoi. Jour 5 ou 10 ou 15. La nouvelle arrive enfin dans le journal Le Monde ou Les Échos. Et nous, on la lit en buvant notre café, en voyant notre action dévisser de 30%. À ce moment-là, c'est trop tard. Le jeu est fini. On est juste là pour payer les pots cassés. Donc, récapitulons. Un jargon fait pour nous exclure. Un modèle économique basé sur un paradoxe insoluble entre risque et profit. Des bilans volontairement opaques. Un hors-bilan qui est un véritable champ de mine nucléaire. Et un accès à l'information qui garantit qu'on sera toujours le dindon de la farce. Honnêtement, après avoir vu tout ça, la question se pose, à part si on a une passion pour la roulette russe jouée avec une arme automatique, est-ce qu'on a vraiment envie de mettre un seul centime là-dedans? Je crois que la réponse est assez évidente.